Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et nous allons recevoir un papa célèbre, Christophe Beaugrand. Il sera avec nous dans un instant pour nous parler de son livre Fils à papa, papa avec un S. Un livre touchant, intéressant, dans lequel il raconte la GPA pour la GPA qu'il a. Alors comment on dit qu'il a on fait une GPA. J'ai eu recours à la GPA pour donner naissance à mon petit garçon. Pour avoir recours, voilà, c'est bien. Moi, c'est le matin. À la GPA à laquelle il a eu recours avec son mari pour donner naissance à ce petit garçon qui s'appelle Valentin. On va en parler avec lui dans un tout petit instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Bonjour à tous et à tous. On est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Salut Valérie, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et on est ravis de recevoir Christophe Beaugrand ce matin. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Christophe. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous publiez Fils à papa, papa avec un S entre parenthèses, puisque votre fils Valentin a 2 papas. Oui. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre libre, l'incroyable histoire de 2 garçons qui voulaient devenir pères. C'est paru chez Plomb. C'est un livre très intime, très très humain, qui raconte ce processus. Puis il y a toute une part au début très autobiographique où vous racontez. Donc on va y revenir dans un tout petit instant. Vous avez lu les pages très autobiographiques. On parlait tout à l'heure parce que comme on a parlé des spermatozoïdes et de tout ça. Il n'y a que ça qui intéresse Gilles Gansman. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas que des spermatozoïdes dans le livre, il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'amour. Et ça part de là quand même. Oui, mais il y a que ça qui l'intéresse. Alors Gilles, la question du jour. On est déjà à la bourre, on a eu beaucoup de pubs, donc perdez pas de temps en considération inutile. Sous la ceinture. Voilà. La question du jour, c'est est-ce qu'il y a... Alors là, c'est aux journalistes de LCI que l'on parle. On s'est demandé s'il y avait trop de sondages pour la présidentielle et que les sondages guidaient un peu tout dans la télévision. Eh bien, vous répondez oui à 76%, non à 24%. Vous pouvez aller aller répondre à cette... Non, Est-ce qu'il y a trop de sondages sur Sud Radio? Voilà, c'est ça. Non, mais parce qu'on pose une question sur les sondages. Pour la présidentielle, on a ajouté, on a anglais. Mais il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, il y en a beaucoup. On vit au rythme de 2-3 sondages par semaine qui, effectivement, conditionnent totalement la façon dont on traite l'actualité aujourd'hui. Pratiquement un par jour, même. Hein. Oui. En ce moment, c'est quasiment ça. Le zapping. Sud Radio 10h midi, média, l'instant zapping. J'avais d'abord une question pour Christophe. Est-ce que Dites-moi. vous êtes mis à Gulli et autres chaînes où alors les écrans sont interdits? Alors les écrans, on y va très très mollo pour l'instant. Non, ce qu'il aime beaucoup, ce sont les petites comptines. L'avantage, c'est que ça dure 2 minutes. Il y a un petit dessin animé avec, et généralement, on ne fait pas plus d'1 ou 2. Mais oui, il faut faire gaffe. Hein. Quand il Vous reste voyez la captivation des enfants devant les fascinant. écrans, c'est dingue. Hein. C'est effrayant. Et surtout, c'est le stress après. Je me rends compte qu'il est tout excité et il a du mal à s'endormir. Donc, effectivement, on y va avec parcimonie, c'est important. Il vous reconnaît quand il vous voit à la télé? Oui, il dit papa, comme ça, c'est trop mignon. Allez, Gilles, le zapping. On croyait enfin la droite en ordre de marche avec Xavier Bertrand. Tout était rentré dans le rang, mais patatras. On a demandé à Nicolas Sarkozy son avis. Il n'y a pas été de main morte. On est une famille politique qui aime s'incarner. Hein, depuis son fondateur, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac, moi-même. Bon, c'est sûr. Mais bon, il y a des périodes de transition qui sont moins simples. Moi-même, avant d'être le leader, j'avais été sifflé. Il a fallu que je me construise. C'était pas évident. Ça prend du temps. Il faut être patient. Et c'est sûr que parfois, il disait avec lui, c'était plus simple. Un chef, une équipe, un projet. Bon, mais c'est une autre époque. Et moi, en tout cas, je critique pas. Moi, je ne critique pas. J'ai passé à dire que Xavier Bertrand n'était pas un leader. Je vais vous faire une petite démonstration, Valérie, sur comment une agression homophobe est devenue du spectacle. Alors, l'acte 1, les faits avec Laurence Ferrari sur CNews. Il est alors 18h30. Ce mineur donc de 17 ans dit avoir été victime de violences à raison de son apparence. Voilà, il dit qu'il a été frappé gratuitement par une meute d'individus qui le traitaient entre guillemets de PD. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire avec 3 circonstances aggravantes commises en réunion à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée par des personnes dissimulant leur visage. Donc une dépêche de l'AFP. Pourtant, quelques heures plus tard, sur C8, dans Touche pas à mon poste, Nino est présenté comme un grand frère qui a
tout vu. Il était là, il était présent et c'était pour lui pas un acte homophobe. On stigmatise la banlieue. Voilà ce que vous avez entendu sur TMP seulement 1h30 après CNews. T'arrives sur les lieux, toi t'arrives 10 minutes après, c'est ça? Ouais, donc là j'ai vu les petits là qui étaient là parce que faut préciser que ce sont des jeunes. Ils ont 14, 15 ans. D'accord. Ça explique rien. Mais bon, moi je les ai vus, je leur ai demandé ce qui s'est passé parce que j'ai entendu des cris. Ça n'a rien à voir avec une agression homophobe. Ça, c'est la première chose sur laquelle je veux revenir. C'est ce que tu veux revenir, alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une agression homophobe. C'est quelque chose qui a été mal, on va dire, mal transmis. Le jeune qu'on voit se faire frapper est venu avec 2 copines à lui. D'accord. Ils passaient, ils se sont échangés des regards. D'accord. Et de là, en fait, le petit jeune, il a dit « Qu'est-ce que vous avez à me regarder ? Je suis votre star ou quoi ?» Ouais. Là, il a dit ça, ils se sont un peu énervés. Il y a des mots qui ont été échangés, des mots plus durs, et malheureusement, tous les autres ont suivi. Acte 3, il est 20h30. Ouais. Mathieu Delormeau se met en colère sur le côté léger du débat sur l'homosexualité, avec un épilogue incroyable, puisque Cyril Hanouna va finalement révéler à la fin de tout ça que c'était bien un acte homophobe. Hier, j'entends Madame le maire de cette ville qui dit « Oh, c'est une agression comme il peut y en avoir d'autres ». J'entends ce jeune homme qui dit « Ça va, on se traite de PD et tout ça, chez nous, ça veut rien dire ». J'entends monsieur dire « Ah, bah dans les Deux-Sèvres, quand j'étais jeune, ça va, on était entre PD ». J'entends monsieur... Oui, il y a une agression, alors il y a eu le propos homophobe, c'est un fait aggravant. C'est pas un fait aggravant, putain, il y a 40% d'augmentation chaque année d'agression. C'est comme le racisme, c'est aussi grave. S'il vous plaît, depuis tout à l'heure, on banalise tout ça. Stop homophobie vient de me dire que la victime a accepté d'être accompagnée par eux. C'est donc bien une agression à caractère homophobe. Merci. On le savait juste depuis 18h30, puisqu'il y avait eu une dépêche AFP de 18h30. Et les enquêteurs et la police l'avaient bien précisé, que le caractère homophobe était retenu, ce qui veut bien dire qu'il avait suffisamment de signes avec les témoins. Pour le coup, le monsieur qui parlait là, dans ce qu'on a entendu, j'étais PMP, il est arrivé 10 minutes après, donc il n'a pas pu entendre les échanges qu'il y a eu. En revanche, les femmes qui se sont interposées, il y a 2 femmes et un homme, je crois, qui se sont interposées, qui heureusement ont aidé ce gamin à se sortir de cette situation. Couché sur le jeune. Un courage exceptionnel de ces femmes qui se sont couchées effectivement sur le jeune pour le protéger, et elles ont bien entendu que le ressort de l'agression était homophobe. Alors pourquoi inviter Nino dans Touche pas à mon poste? Je suis pas rédacteur en chef de Touche pas à mon poste. Ça vous choque pas? Je sais pas, j'ai pas vu l'émission. Là, ce que j'entends là, c'est que j'entends à quelqu'un qui témoigne, qui explique qu'il est arrivé 10 minutes après. Donc, je vois pas trop l'intérêt de son discours, mais après, ce que j'entends de la part de Mathieu Delormeau dans la foulée me semble tout à fait correct. Donc, et puis il dit des mots plus durs ont été échangés. Bah oui, les mots plus durs, c'est sale PD et des insultes homophobes de façon assez claire. Christophe Beaugrand, je sais que vous aimez beaucoup les BD, donc vous adorez les BD énormément. Hier, on a appris que dans le prochain comic, Superman a un fils bisexuel. Il faut dire que quand tu as un père qui se balade toute la journée en slip et en collant, il y a un moment tu te poses des questions quand même quand ton papa est déguisé. En tout cas, hier sur LCI, la FO a fait réfléchir. Vous allez voir David Pujadas, votre confrère d'LCI, qui lui, à un moment s'est dit « Ah mais il y en a peut-être d'autres qui sont PD ». Ah mais il y en a beaucoup. Écoutez. J'ai les super-héros. Le prochain Superman est bisexuel. Voilà, hier c'était la journée internationale du coming out. Tous les vrais amateurs de super-héros dessinés croisent des personnes, disons, non hétérosexuelles, très largement. Peter Pan. Oui, alors là, on parle de... C'est pas vraiment un comique, c'est un super-héros. Mais... voilà. Je sais pas s'il a fait son coming out, Peter Pan. Non, mais Peter Pan, sa sexualité est un mystère, comme celle de Tintin, d'ailleurs. Oui, il y a plein de héros dont les sexualités là, on brasse large. Mais... Là, on parle de héros... là, on parle de héros... Astérix, on sait pas. Il est croulé sous les conquêtes féministes. Obélix, on sait. Le débat, franchement... c'est vrai que Tintin, il vit avec un vieux monsieur barbu, et on se dit que voilà, il doit y avoir quelque chose. La Castafiore est censée être lesbienne. Ah bon? Ouais, la Castafiore. Alors d'après Hergé, la Castafiore est lesbienne. Moi, vous savez, je regarde ça avec un regard d'enfant. J'étais fan de Tintin quand j'étais gamin, et je n'y ai jamais vu ça. Mais bon. Est-ce que justement, il y a ce côté, le fait de vouloir sexualiser à tout prix des choses qui ne l'étaient pas? Alors, il faut savoir que les comics aux États-Unis, c'est très lu par les adultes aussi. C'est beaucoup plus pour un public adulte. Il y a différents types de comics. Moi, je suis fan de BD, donc il y a différents types de comics aux États-Unis, et il y a pour tout un tas d'albums de super-héros qui sont plutôt réservés aux adultes, et puis d'autres qui sont plus réservés aux enfants. Et effectivement, on s'est jamais posé la question. Un auditeur nous dit Batman et Robin depuis longtemps. Moi, je me suis jamais dit. On l'a beaucoup dit. Qu'est-ce que je vous dise? Wonder Woman, elle est née sur l'île de Lesbos. Wonder Woman. Oh là là. C'est une Amazon. Non, mais c'est une Amazon. Elle ne vit qu'entre femmes. Avec Wonder Woman, c'est une île que de femmes. Effectivement. C'est une Amazon, non? Donc après, ce sont des personnages fictifs, donc on peut projeter tout ce qu'on veut finalement. Mais vous pensez que ça aide
aide à assumer ou c'est du marketing? J'en sais rien. Je pense qu'aux États-Unis, il y a sans doute une partie marketing, c'est probable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il est important pour un certain nombre de jeunes d'avoir des images, des référents. Alors, c'est pas forcément via des super-héros, mais ça peut être via des séries télé, par exemple, via la parole que je prends sur les réseaux sociaux ou dans ce livre et à la radio, comme je le fais avec vous, à la télévision de temps en temps. C'est important, je pense, d'avoir des référents pour se dire, bah voilà, on n'est pas tout seul, on est un peu différent de la majorité, certes, mais on n'est pas tout seul. Mais vous ne portez pas des capes et des collants? Non. Parfois dans des soirées déguisées, mais ça ne vous regarde pas. Fils à papa, donc papa encore une fois avec un S, très jolie couverture où on vous voit avec votre mari Ghislain, l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères. Et c'est un livre très personnel. La première partie est une sorte de biographie, d'autobiographie, puisque vous racontez comment petit vous vouliez déjà avoir des enfants. Oui, je raconte comment j'ai découvert mon homosexualité, comment ça a été difficile de l'assumer par rapport à ma famille. Parce avec que des parents formidables. Avec des parents extraordinaires, mais j'avais peur de déplaire. En fait, je pense que c'est ça, on a peur de déranger quand on se rend compte qu'on est différent de la norme et qu'on va bouleverser un peu la famille. Moi, j'ai 44 ans, je l'ai découvert dans les années 80, on en parlait beaucoup moins. Voilà. Donc, du coup, je me sentais... je me disais que ça allait être une catastrophe dans la famille. Et j'ai une maman et un papa qui ont été absolument extraordinaires. Mais c'est vrai que je me rappelle très jeune, à la maison, les valeurs familiales, c'était hyper important et je me projetais dans l'idée de devenir papa et de fonder une famille. Mais vous disiez que ce ne serait pas possible compte tenu du fait que les filles ne vous intéressaient pas. Je me heurtais à cette réalité qui fait que, a priori, il faut un homme et une femme et que là, ça ne fonctionnait pas dans le couple dans lequel je pouvais me projeter. Oui. Non, et vous dites à un moment, c'est assez drôle d'ailleurs, qu'il y avait quand même des posters de Mylène Farmer dans votre chambre. Il y avait des indices pour ma mère. Il y avait quand même quelques indices. J'étais fan de Madonna. Voilà, c'est elle qui vient vous voir et qui... il y a des hétéros qui aiment Mylène Farmer, mais enfin, elle a un bon fan club. Elle a un bon fan club. Non, mais c'est vrai que ma maman est venue me voir, est venue me parler, et en fait, j'ai appris après qu'elle était allée voir. Il y avait des indices, effectivement. Elle s'était rendue compte de quelque chose. Elle est allée voir une psy pour savoir non pas comment me changer, mais comment me parler pour ne pas me braquer, trouver les bons mots. Et ça, c'est une preuve d'amour incroyable. Et je pense que quand on est un parent, il y a des parents sûrement qui nous écoutent. Je pense que la préoccupation numéro 1 qu'on doit avoir, c'est de faire en sorte que son enfant soit épanoui. Moi, depuis que je suis papa, c'est vraiment ma préoccupation numéro 1. C'est une réalisation. Enfin, vous vous êtes réalisé d'une certaine manière différemment. Est-ce que les choses ont changé quand même? Oui, beaucoup, heureusement. Je le disais, j'ai 44 ans. Moi, j'ai eu mon enfance et mon adolescence à la fin des années 80. Et c'est vrai que depuis, les choses ont beaucoup évolué. On en parle davantage. Il y a plus de visibilité. Les droits des homosexuels ont beaucoup évolué aussi. Il y a la possibilité de se marier maintenant, d'adopter des enfants. Donc, on a une vision des choses. On est beaucoup plus intégré dans la société aujourd'hui. On est moins mis de côté, entre guillemets, sauf par une frange de la société qui ne veut vraiment pas. Mais d'où la nécessité d'avoir des gens comme vous qui prennent la parole et qui revendiquent à la fois l'homosexualité, à la fois cette GPA que vous avez fait. Alors, je vous reprendrai simplement sur le terme revendiquer. C'est pas vraiment ça. Je donne de la visibilité. Après, moi, je revendique rien. Mais vous êtes militant. Enfin, alors, je sais que ça peut être... Non, mais je le perçois pas comme ça. Mais je comprends. Sans que ce soit péjoratif. C'est-à-dire que prendre la parole, c'est quelque part un acte politique dans le sens où je m'intéresse à la vie de la cité et au vivre ensemble. Mais après, j'ai pas d'engagement politique. Je ne revendique rien spécifiquement. J'explique mon parcours et je donne une image de ce qui peut exister. Je dis pas que toutes les gestations pour autrui, ça se passe toujours comme ça. J'en parle d'ailleurs dans le livre, qu'il y a des choses pas clean qui existent. Qui sont pas bien, Exactement, et ça je le dénonce et je suis le premier à le dénoncer. Mais je trouve qu'il est important aussi de raconter comment les choses peuvent bien se passer avec un encadrement juridique, psychologique, humain et une véritable histoire d'affection et d'amour qui s'est créée avec Whitney qui a porté notre petit garçon. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent, ça coûte très cher d'aller aux États-Unis et autres. Ça veut dire qu'un couple qui est très amoureux mais qui n'a pas les revenus ne peut pas avoir d'enfants avec une GPA de nos jours? Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on ne peut pas dire le contraire. Je suis totalement conscient d'être quelqu'un de privilégié. Après, c'est entre 100 000 euros, c'est ça? C'est 150 000 entre 100 et 150 000 euros. Nous, ça a coûté à peu près 130 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples aujourd'hui qui n'ont pas forcément des moyens gigantesques, mais qui font des prêts familiaux, qui vendent leur appartement quand ils sont propriétaires et qui redeviennent locataires. J'ai des amis qui ont fait ça pour pouvoir mener à bien ce projet, et c'est pas des gens qui roulaient sur l'or. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont par définition exclus de cette possibilité d'avoir un enfant. C'est vrai.
hétéro comme homo d'ailleurs, parce que je précise dans le livre que plus de 60% des GPA qui sont réalisés en France aujourd'hui, on en parle beaucoup pour les couples homosexuels. La Manif pour tous focalise un peu là-dessus notamment, mais il faut savoir qu'une majorité sont des couples hétérosexuels dont effectivement les femmes sont stériles. Vous racontez, c'est très touchant, hein, la manière dont vous, et à la fois drôle, la manière dont vous racontez la sélection, parce que on peut parler ou le choix qui a été fait pour trouver à la fois la donneuse d'ovules et la mère porteuse. C'est vrai qu'il faut préciser qu'il y a deux femmes qui rentrent dans ce processus. Ce n'est pas la mère porteuse qui donne son patrimoine génétique. Absolument. Il y a une donneuse d'ovocytes et ensuite une mère porteuse qui va porter l'embryon qui a été créé en fécondation in vitro. Et ça, c'est très important. Ils ont plus de 30 ans de recul aux États-Unis sur la gestation pour autrui. Et pour enlever l'attachement que la femme qui porte le bébé peut avoir, il n'y a aucun lien génétique avec ce bébé. Donc voilà, c'est important. Mais effectivement, c'est des rencontres en fait. Ça ressemble un peu, je le décris dans le livre, un peu comme un site de rencontre en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons en sélectionnant une photo ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un choix commun. Il y a une base de données de parents d'intention, c'est comme ça qu'on nous appelle, et ce sont ces femmes-là qui également nous contactent et nous choisissent. Elle nous dit j'aime bien votre histoire, les garçons, ça me plaît bien, et elle dit ok, je suis d'accord. En l'occurrence, elle a parlé, Whitney qui a porté notre petit garçon, a parlé avec 4 couples au total, et on a eu un feeling. Nous, on a discuté avec 5 femmes, et c'est vraiment l'idée d'une rencontre. Alors c'est une rencontre par Skype parce qu'on est à plusieurs milliers de kilomètres, donc évidemment on n'a pas pu se rencontrer physiquement, c'est arrivé plus tard, mais c'est vraiment l'idée d'un feeling réciproque, et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. On ne choisit pas entre guillemets une femme en lui contraignant, voilà, il y a absolument pas, c'est pas comme ça que ça se passe du tout en fait. Mais la question est pourquoi elles le font, et c'est surtout la crainte de ceux qui sont opposés à la GPA, c'est la marchandisation du corps. C'est vrai que quand vous le racontez, c'est un peu un conte de fées. Elle fait ça par altruisme, elle est jeune, etc. Maintenant, on peut pas nier le fait qu'il y a un intéressement financier. Alors, il faut bien préciser que sur les 130 000 €, ça ne va pas à la mère porteuse ni au don de d'ovocytes. Il y a énormément de frais de gestion d'avocats. Les 3 quarts. Je vais vous expliquer en fait concrètement les choses. C'est-à-dire que ces femmes, que ce soit les donneuses d'ovocytes ou les mères porteuses, sont choisies par les agences. Il y a des agences qui ont pignon sur rue et qui mettent en relation les parents d'intention. Je peux faire juste une parenthèse, une sorte de mythique des ovocytes. Vous dites, et il y a l'embarras du choix, tout type de physique, de style, de look. Vous dites, ce qui vous frappe, c'est la jeunesse de toutes ces femmes. Ça m'a frappé de voir ça. Les donneuses d'ovocytes sont très jeunes, effectivement, parce qu'il faut être extrêmement fertile. Donc elles ont toutes moins de 30 ans, généralement, moins même de 28 ans. En l'occurrence, Bruna, qui a porté notre petit garçon, avec qui on est resté en contact et qui demande des photos régulièrement. On a gardé un contact très sain et très proche. Elle avait 21 ans, en l'occurrence. Donc elle était effectivement très jeune. Mais ce que j'explique, c'est que les femmes qui portent les enfants dans une GPA éthique aux États-Unis sont choisies sur leurs revenus. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des femmes qui sont dans le besoin, contrairement à ce qu'on peut lire en disant vous avez utilisé une femme pauvre ou ce genre de choses. Ça n'est pas vrai. Elle fait quoi dans la vie, Bruna et Whitney, ils font quoi? Alors Bruna, elle travaille dans une salle de sport en l'occurrence, et Whitney, elle était enseignante, pardonnez-moi. Elle travaillait dans un jardin d'enfants plus précisément. Elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de ses 3 filles, et lui est cadre hospitalier. Ils sont propriétaires de leur maison dans le Nevada, pas loin de Las Vegas, avec un grand jardin. Ils ont 2 voitures. Vous avez tout. Je suis allé les voir surtout. J'étais chez eux, donc je les connais bien. Ils sont devenus des amis, vraiment. Il y a des photos d'ailleurs. Il y a des photos, mais j'ai envie de rendre les choses humaines, de comprendre. Après, pour revenir à ce que vous disiez sur la partie financière, il y a effectivement ce qu'on appelle aux États-Unis un dédommagement par rapport à ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de temps qu'elle va passer, beaucoup d'efforts. C'est quelque chose de pas évident, une grossesse évidemment. Et puis il y a également toute une partie de frais pour les gardes d'enfants. Donc grosso modo, la mère porteuse, elle va toucher à peu près 30 000 $, ce qui fait 26 000 €, ce qui est une somme certes, mais par rapport aux 130 000 dont je vous parlais, c'est peanuts. Il faut savoir que la partie la plus importante, c'est la partie médicale. La santé, pour le coup, c'est un business aux États-Unis, et quand vous arrivez
arrivez aux États-Unis dans un hôpital, on vous demande non pas votre carte vitale ou votre carte d'identité, mais votre carte bancaire. Un accouchement, par exemple, aux États-Unis, c'est à peu près $20 000. Et c'est vrai qu'en France, on vit dans une espèce de mythe que la santé est gratuite parce qu'on ne paye rien directement. Alors évidemment, c'est la solidarité nationale, donc on participe tous, mais on ignore totalement les vrais coûts des frais médicaux. Et c'est ça qui représente plus de la moitié. Plus de la moitié. Qu'est-ce que vous répondez sur la marchandisation du corps? Eh bien, quand ça existe. Ça existe. Vous mettez en garde contre les pays de l'Est aussi, où il y a des espèces. Il y a des filières dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai enquêté sur pas mal de choses. C'est vrai qu'au début, quand je me suis renseigné sur la GPA, j'ai vu que dans un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Est, il y avait des choses, on peut le dire concrètement, dégueulasses qui existent. Il y a des jeunes femmes qui ont 25 ans, qui ont déjà porté 5 enfants et qui font vivre toute leur famille comme ça, en réalisant des rêves de personnes, etc. Donc ça, on est d'accord que jamais on ne serait allé vers ça. J'aurais pas pu regarder mon gosse dans les yeux, j'aurais pas pu me regarder dans les yeux. Donc à un moment donné, ça n'a vraiment pas été une option possible. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle une GPA éthique aux États-Unis, les choses sont extrêmement bordées, cadrées, que ce soit psychologiquement, les femmes sont accompagnées, c'est également cadré juridiquement, pour aussi que l'enfant puisse avoir accès à ses origines. Donc tout est fait dans le respect des personnes, de tous les acteurs finalement, parce que c'est vraiment, je parlais de Whitney, mais il y a aussi Jacob, son mari, qui rentre en ligne de compte, qui est là à l'accouchement, qui est là à l'accouchement, qui l'a accompagné pendant tout le parcours. Et c'est vraiment tous les gens que je connais, moi je raconte mon histoire, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais tous les gens que je connais en tout cas aux États-Unis qui ont eu recours à la GPA, ils ont tous gardé un lien extrêmement fort avec leur mère porteuse. Alors après, je comprends qu'on puisse être contre. On a 2 questions d'auditeurs. Stéphane dit, est-ce que vous avez eu peur que la mère porteuse garde l'enfant? Est-ce qu'on y pense? Alors, on ne peut pas avoir cette peur-là parce qu'aux États-Unis, tout est bordé et cadré, et que ça n'est pas possible en fait. Elle ne peut pas garder l'enfant, et il faut bien comprendre que dans ce projet, ces femmes-là aussi discutent avec. Il y a une sélection avec un psychologue, avec des tests psychologiques. La première femme avec qui nous avions parlé, par exemple, n'a pas passé le test psychologique. On a estimé qu'elle était trop fragile et qu'elle n'était pas prête à vivre ça. Il y a des parents d'intention aussi à qui on refuse. On leur dit, messieurs ou mesdames, messieurs, si ce sont des parents hétérosexuels, vous n'êtes pas prêts, attendez un peu, mûrissez votre projet. Donc il y a beaucoup de garde-fous, c'est ça que je veux expliquer. Dire, parce qu'on a une auditrice aussi qui dit, j'ai juste une question, pourquoi en parler autant ces temps-ci? Ça reste du privé, ça se fait, on le sait. Je sors un livre, donc c'est pour ça que je suis invité, j'en parle. Mais pourquoi avoir fait ce livre pour faire approuver votre choix? Vous n'avez pas à vous justifier finalement. Donc pourquoi avoir eu envie de le raconter? C'est une bonne question. J'ai raconté mon histoire à la base, pour tout vous dire, j'avais commencé tout au long de ce processus à écrire des choses un peu comme un journal pour me souvenir en fait et pour pouvoir raconter son histoire à mon petit garçon quand il serait un peu plus grand. Et puis il se trouve que j'ai donné une interview l'année dernière dans un magazine à Gala. Un éditeur a lu ça et il a trouvé notre parcours touchant et il nous a proposé, et il m'a convaincu même en me disant qu'il pensait que c'était important, notamment pour les autres familles. Et c'est vrai que moi j'ai pas envie qu'on salisse entre guillemets l'histoire de mon petit garçon. Donc j'avais envie qu'il y ait aussi un exemple de comment ça peut se passer, comment ça peut bien se passer, et qu'il n'y ait pas uniquement des images caricaturales qui disent ou qui sous-entendent qu'on a acheté un enfant sur Internet. Parce que vous avez lu le livre, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je comprends qu'on puisse être contre la gestation pour autrui, notamment pour des raisons philosophiques, et je respecte totalement ce point de vue. Mais si jamais on vient m'insulter en disant que j'ai utilisé une esclave, parce que je lis ces messages-là, vous recevez beaucoup de messages d'insultes, qui dit que j'ai esclavagisé une femme. Désolé, renseignez-vous, parlez avec ces femmes. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre où Whitney parle directement, elle raconte, elle explique, ce qu'elle a vécu. À ses questions. Voilà. Et ça, c'est très important de ne pas parler à la place de ces femmes. Valentin n'a que 2 ans. Est-ce que vous avez peur quand il va aller à l'école, le regard des autres enfants, le regard des autres parents? Est-ce que la difficulté ne va pas arriver à ce moment-là pour votre fils? Alors, je n'ai pas peur parce que j'ai toujours été un garçon optimiste et je pense que la société évolue dans le bon sens. Il est déjà à la crèche avec plein d'autres parents et ça se passe très bien. Il n'y a absolument aucun souci. Après, je sais que les enfants sont cruels. Je l'ai subi à l'école. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ou de celles qui nous écoutent peuvent savoir que parfois les enfants sont cruels et en même temps ça vous forge, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand un gamin est montré du doigt ou est moqué dans une cour d'école, le problème ne vient jamais de l'enfant qui est montré du doigt, mais de celui qui montre du doigt. Et c'est aussi pour ça, vous me disiez pourquoi vous avez décidé de parler, c'est aussi pour ça que je prends la parole, pour donner de la visibilité à ces familles qui sont finalement
comme les autres, sont des familles homoparentales. Alors certes, il peut y avoir 2 papas, 2 mamans, une maman seule aussi, hein, parfois. Il y a beaucoup de formes de familles différentes aujourd'hui. Et elles méritent le respect. Et à partir du moment où on donne de la visibilité, on contribue à normaliser, entre guillemets, les choses. Et du coup, je pense que ces moqueries dont vous parlez, plus ça va, moins il va y en avoir. Je suis très optimiste, mais je pense qu'on va dans le bon sens malgré tout. Et quand Éric Zemmour, dans la campagne politique pour les présidentielles, critique et dit il faut absolument une maman et essaye d'avoir des votes sur cette thématique-là, vous réagissez comment? Je pense qu'il le pense. Je pense que ça n'est même pas une stratégie. Moi, ce qui me frappe dans ce qu'a dit Éric Zemmour, c'est qu'il explique notamment en dénonçant les prises de parole des associations dans les écoles. À l'école pour lutter contre l'homophobie, justement, par rapport à la circulaire de Jean-Michel Blanquer qui s'est engagé à lutter contre l'homophobie. Il dit c'est de la propagande. Et en même temps, il va dénoncer un gamin qui se fait casser la gueule parce qu'il est homo. Eh bien, c'est justement en faisant de l'éducation dans les écoles, en expliquant à la différence qu'on peut faire prendre conscience aux gens que, eh bien, on est tous comme tout le monde. Donc ça n'est pas de la propagande parce qu'on ne devient pas homosexuel, mais parce que quelqu'un vous a dit que c'était super. Ça se passe pas comme ça. Parce que je peux vous dire que moi, franchement, c'est pas facile forcément dans la vie. Si jamais j'avais pu être hétéro, franchement, j'aurais préféré. Mais ça aurait été plus simple. Vous l'expliquez extrêmement bien dans les premières pages du livre. Vous racontez cette découverte et ce cheminement. C'est un moment difficile et c'est pour ça que je veux parler aussi pour tous les gamins qui se sentent peut-être pas bien dans leur peau. En tout cas, aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes, le plus heureux des papas. Et c'est ce bonheur-là que je veux partager qui, à mon avis, peut faire bouger la société. Fils à papa, Christophe Beaugrand, c'est paru chez Plomb, l'incroyable histoire de 2 garçons qui voulaient devenir pères. Un livre touchant, intéressant parce que très concret. Merci à vous, Christophe. Et c'est intéressant d'ouvrir le débat, même si on n'est pas tous d'accord, on peut vivre ensemble. C'est ça l'idée. Merci à vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.